Montant à la rue Volcy, je vis un petit attroupement face à la base Les Dragons. Sur une plateforme accrochée à leur mur vertical, ils disposèrent un poste de télévision surmonté d'un appareil vidéo. Et là, en pleine rue, je vis dans la télévision prendre forme un homme adulte, nu, un homme blanc. Il était musclé, le torse couvert de poils. Il avait la bite dure, assiégée de veines, qui regardait en haut. Son gland gonflé menaçait. Aujourd'hui encore, le mot « bite » me paraît être la seule façon possible de parler de son sexe. Mais sa bite ne me paraissait pas gigantesque, plutôt modeste même par rapport à la totalité de son corps. Toutefois, la vigueur de la dite bite ne faisait aucun doute, rapport à son regard vers le haut et aux veines énervées qui sillonnaient sa surface. Ce membre viril tenait en respect le tout jeune spectateur que j'étais, sonné, choqué et stupéfait. Je ne partis pas pour autant en courant. Le monsieur à la télé circulait dans une cuisine ouverte à l'américaine, comme j'en voyais dans d'autres films où les personnes étaient bien plus habillées que lui. Soudain, le monsieur sortit de notre champ de vision. Il quitta l'écran et alla juste à côté, laissant la cuisine vide. Puis il revint avec une femme tout aussi nue que lui, qu'il portait des deux bras, la tête en bas, les deux cuisses de la femme posées sur ses clavicules et le milieu de la femme juste devant son nez. La femme se cramponnait d'une main comme elle pouvait et de l'autre introduisait la queue du monsieur dans sa bouche. Le mot « queue » pour cette scène me paraît tout à fait convenable. Et elle y arrivait très bien, avec des mouvements saccadés de la tête, pendant que le monsieur était occupé à enfouir le visage dans son entrejambe. Malgré la marche du gars, sans que je puisse deviner, à l'époque où il appliquait sa bouche, je voyais bien qu'il prenait plaisir à déguster cette chose devant lui. J'étais pressé de savoir ce qu'il allait faire après, en même temps que je désirais étudier chaque recoin de l'image qui filait bien trop vite. La femme était maintenant par terre, sur ses genoux. Je distinguais ses seins et leur ballottement, tandis qu'elle essayait de s'étrangler avec le gland du monsieur. Celui-ci lui tirait les cheveux en arrière pour éviter toute asphyxie involontaire. Ce n'était peut-être pas prévu dans le contrat. À côté et devant moi, à chaque mouvement et nouvelle position des partenaires, les gens commentaient, gueulaient ou applaudissaient, comme devant un match de football. Ils disaient des phrases du genre « C'est le moment du lavage à pression. Vas-y, profond, profond. Ah, la salope, ah, le pédé. » Il y avait à la rue Volcy des visages de jeunes personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Quelques plus vieilles personnes offusquées geignaient qu'il fallait arrêter la vidéo, que ce n'était pas normal de passer ça en pleine rue. Ces commentaires dissidents, marginaux, ajoutaient plutôt à l'effervescence générale de la situation. Personne ne tenta d'arrêter la vidéo. Tout juste aussi, parmi les offusqués, certains prirent la poudre d'escampette. Ils partaient, tête baissée, honteux d'avoir trop vu, d'avoir voulu voir plus encore ou d'avoir été trop intrigués par le sujet. Seul un étrange quidam paraissait indifférent à la scène. Grand monsieur, barbu, portant veste noire et chapeau haut de forme. Il semblait revenir d'un enterrement. Il ne regardait presque pas le téléviseur, mais s'intéressait à l'attroupement et à ses réactions. Mano et moi n'étions pas les seuls gamins. Il y avait quelques très jeunes gens de la rue Volcy. Ils semblaient moins stupéfaits que nous, comme si ce n'était pas la première fois que les affidés de la base Les Dragons passaient de la pornographie en pleine rue. Cela faisait peut-être partie de leur rituel du vendredi soir. J'ai beau chercher, je n'arrive pas à me souvenir du visage de Mano pendant tout le temps passé devant le téléviseur à la rue Volcy. À part le porno lui-même, à part les adultes et jeunes personnes qui encourageaient la scène de sexe comme on soutient son équipe lors d'un important tournoi, je garde en mémoire la présence houleuse de Nanasson.
jeune être humain qui répondait à la plupart des commentaires. Quand ça disait « Ah, la salope !» Nanasson répondait « C'est vraiment une bonne pute !» « Oh, la pédé !» Nanasson répondait « Ce n'est vraiment pas un pédé puisqu'il baise une femme. » Nanasson était bien placé pour cette dernière analyse. Et pour cause, il ou elle était lui-même ce qu'on appelait un garçon macomère, un homme-femme, c'est-à-dire, dans nos quartiers, une personne connue pour son corps biologique d'homme, ses attributs masculins couplés à sa vie sexuelle et sociale de femme, portant robe et cliquetis, très épanouie tout en bas, sans que personne sache qui pouvait autant la satisfaire, assurément des hommes, très hommes de la cité, parmi ceux qui se moquaient d'elle et la persécutaient à chaque épisode d'homophobie à grande échelle. Le mot « yel » n'existait pas encore dans la langue française. Ce n'était que parfaite injustice, puisque dès l'apparition de ce pronom, je ne pus m'empêcher de voir ressurgir le visage de Nanasson dans chacune des lettres et dans leur combinaison. Autant que le mot « bite » pour le sexe du monsieur à la télé. S'il y avait un peu de justice en ce bas monde, yel serait déjà, et depuis longtemps, le pronom savamment inventé pour désigner et parler de Nanasson. Tant elle était à la fois homme et femme, masculin et féminin, et qu'il revendiquait les deux. Mais il n'y a pas de justice. Yel n'existait pas. Et ce n'est pas avec la couardise inhérente à la situation de scribe, au métier d'écrivain, de fixateur des mémoires individuelles et collectives, que je vais me lancer dans une entreprise judiciaire réparatrice en la faveur de Nanasson. Je le désignerai il ou elle, comme bon me semble, ce qui n'est déjà pas mal, d'autant que je n'ai aucune raison particulière de gracier une Nanasson qui, par ses trop nombreux commentaires, me fit rater le moment où le monsieur à la télé retourna la femme, si elle ne s'était pas retournée toute seule, s'appuyant ses coudes sur l'évier de la cuisine et présentant sa belle et redondante paire de fesses blanches au monsieur qui les rougissait de tape. Il introduisit son organe entre les deux montagnes de cul d'un premier coup sec. Il tira sur les cheveux de la femme, dont la tête bascula en arrière. De sa main libre, il recommença son exercice de tape sonnante sur les fesses. Une fesse, puis l'autre. De la paume comme du dos de la main, la dame poussait des cris à chaque tape. Le monsieur se pencha ensuite pour vérifier la texture des tétés qui ballottaient devant la dame. Il les malaxa pendant quelques instants, puis les lâcha en même temps qu'il libéra les cheveux, laissant repartir en avant le cou et la tête de la dame. Il l'atteint ensuite des deux côtés de la hanche, présentant à lui-même le croupion qu'il se dépêcha de besogner, perdant son corps dans le corps de la dame, sans tape cette fois, juste les violents coups de hanche. La dame criait. Cette position dura assez longtemps. Et moi, enfant devant ce hardi pugilat, petit ange devant cette agressive sensualité, j'essayais de réprimer les battements de mon cœur. Je fermais le poing pour masquer le tremblement de mes doigts. J'étais déçu et j'avais peur, soit des cris de la dame, soit de mon propre prolongement qui faisait des petits bonds dans le pantalon gris, se demandant s'il fallait se dresser ou fuir loin de mon corps. Ce devait être la première fois que mon sexe se prit au doute, geste élémentaire de toute pensée rationnelle cartésienne. Je quittai la base Les Dragons sans penser à mon eau. Je ne pris pas le temps de me demander s'il était avec moi, derrière moi, ou s'il avait disparu. Alors que je partais, les badauds du cul se fendirent d'une salve d'applaudissements. Je n'aurais peut-être pas dû, mais je me retournai. Là, je vis la dame à genoux, position qu'utilisaient mes parents, toute ma famille et tout mon entourage chrétien, Église de Dieu, Saint-Temple et des Oliviers, pour invoquer le Seigneur, pour prier. Je vis la dame sur ses genoux, portant ses tétés d'une main et l'autre enfouie entre ses jambes, visage disponible, bouche ouverte et en attente. Le monsieur, debout devant elle, prit à pan main et se caressait le gland. Ainsi jaillit de sa personne un liquide blanchâtre, inconnu de mon corps, incompréhensible à mon âge. C'était du sperme. De la décharge, diraient les plus grands de mon quartier. Le monsieur en
couvrit le visage de la dame. La dame tournait la tête pour en attraper de sa bouche. Elle souriait, de la décharge plein les dents et aux commissures des lèvres. Elle souriait. Jamais je ne vis sourire plus diabolique. Je me réveillai le lendemain, rempli de fièvre, comme de l'eau chaude le long de mes veines, tout plein sous ma peau. Et dans ma tête, la dame souriait, un sein sur son avant-bras et l'autre dans sa main. Du pouce et de l'index, elle se pressait le téton. Pour tout dire, après la première pornographie visionnée à la rue Volcy, la fièvre ne me quitta pas pendant 3 jours. Mes parents s'inquiétèrent, mes voisins s'inquiétèrent. Je présentais les symptômes d'une suite de rencontres avec les 3 bébés dans les rues de la cité. Je ne pouvais quitter le lit. Je grelottais de foi tandis que mon corps chauffait chaque coin de la pièce. Je ne voulais rien avaler. Le samedi après-midi, constatant mon état, ma mère crut bon de m'administrer le premier remède à destination des enfants malades, toutes maladies confondues. Elle me fit de la soupe panade, sorte de misérable bouillie qui portait bien son nom, à base de pain, de beurre et d'eau, un peu d'épinards et une pincée de sel. Je restais au lit. Dans ma tête se profilait l'intense semaine d'école. Lara, la maîtresse, Madame Polo, Madame Adrien, le monsieur de Lara et son scandale devant la barrière de l'école, Babou le chien et Gros bébé le gardien de la cour d'école. Surtout, je voyais à chaque instant apparaître la dame de la pornographie à genoux, visage couvert de foutre. Et j'entendais le grognement du monsieur qui tenait ses veines et son gland devant le visage de la dame. La fièvre me submergeait comme une rivière et le froid traversait mes os. Alors que le samedi était notre jour de prédilection, je n'eus aucune nouvelle de Mano en ce rude sabbat du lendemain de la découverte. Peut-être était-il chez lui, dans le même état que moi, peut-être pas, puisqu'on n'évoqua jamais, lui et moi, cette séquence pornographie. Et le soir, comme la fièvre, au lieu de partir, s'intensifiait, ma mère passa au 2e remède à destination des enfants malades, et qui n'est autre que le Cévenop, 7 UP, 33 centilitres de boisson gazeuse dont la marque venait tout droit de l'Eldorado américain. Espèce d'eau sucrée, citronnée, gazéifiée, recevant ses vertus médicinales, d'on ne sait d'où, probablement du plaisir des enfants à en boire, de son prix ou de sa relative rareté dans le verre des très pauvres, n'empêche que le Cévenop avait toujours fait ses preuves, y compris sur mes petites fièvres et sur ma mauvaise humeur à d'autres occasions. Mais cette fois, chose gravissime, après une bouteille entière du breuvage cristallin, après une moitié de citron vert et un comprimé antalgique et antibiotique, je gardai ma fièvre toute la nuit et me réveilla avec le lendemain matin. Je n'allai pas à l'église ce dimanche-là. L'une des rares fois où je fus dispensé de notre plus constant et important rituel familial. À l'inverse, certains chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, vinrent prolonger chez moi le service dominical. Pour preuve de l'inquiétude générale et de la gravité de ma fièvre, ils débarquèrent non seulement de l'église de mon oncle, église de Saint-Temple des Oliviers du révérend Père Voyance-Pierre, celle dont on habitait, pour ainsi dire, le presbytère, mais ils vinrent aussi de l'église de mon propre père, église de Dieu Saint-Temple Olivier du grand révérend Gary Guidal. Parce que, oui, comme tous les hommes adultes de ma famille,
à l'exception notable de mon oncle, David, qui préférait la bouteille à la Bible, mon père aussi était pasteur. Et comme tous, il ne s'embarrassait pas d'originalité. Son église participait en dénomination à une variante des oliviers, arbre totem de notre clan, blason d'une grande lignée populaire. Saint-Temple-Olivier, en préférence pour le singulier quand papa avait décidé d'implanter église. Non à Trois-Bébés, mais au quartier dit du Wharf, tout près du vieux port maritime de la Cité-Soleil. Plus d'une vingtaine de chrétiens débarquèrent donc à la maison, venant de l'église de mon père et de celle voisine de mon oncle. Ils priaient ardemment autour de mon pauvre petit corps, installé sur un tapis de jute dans le salon. Et je découvris à cette occasion que, en fait, au lieu d'une scène de sexe hardcore, j'avais absolument croisé les 3 bébés. D'où la fièvre et la possibilité d'une mort subite si la médecine ainsi que Dieu le Père n'intercédaient pas en ma faveur. Courageux, pas téméraire, les chrétiens émirent l'idée que je sois amené chez le médecin dès le lendemain lundi matin. Si les médecins ne pouvaient rien, mon père, le révérend pasteur Guidal, pourrait décocher un nouvel assaut thérapeutique à grand renfort de Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », réciter en boucle les yeux fermés et me faire reposer dans de verts pâturages, me dirige vers des eaux paisibles, main gauche sur ma tête et main droite vers le ciel, il restaure mon âme. Et si la psalmodie de mon père n'aboutissait à rien, la famille ne se déclarerait pas vaincue, pas complètement. Avant de me laisser mourir et en suprême recours, on m'emmènerait en catastrophe chez mon oncle. Le petit frère de mon père, bien plus guérisseur que lui, je nomme Beau Guidal, habitant encore dans les terres familiales à la plaine du cul-de-sac, dont les méthodes de guérison s'apparentaient plus au vaudou ancestral qu'à la foi chrétienne, raison pour laquelle on attendrait que je sois au point mort pour en appeler à Beau, alias Tonton Beau, qui était physiquement la copie conforme de mon père, avec quelques années en moins. J'ajouterais, entre parenthèses et par pure fantaisie, que Tonton Beau ressemblait tellement à mon père que petit, je paniquais en le voyant. Je croyais que mon père avait changé sous mes yeux pour comprendre tout à fait, sans comprendre tout à fait en quoi. Parmi les anecdotes courantes de ma famille, de celles qui font rire toutes et tous à mes dépens, il y a celle-ci, dont je n'ai aucun souvenir. J'aurais passé 2 jours chez Tombeau, vers l'âge de 3 ans, et quand ma mère était venue me chercher, je lui aurais demandé comment se faisait-il que j'ai 2 fois le même papa. L'un à Cité-Soleil et l'autre à la plaine du cul-de-sac. Tonton Beau était mon père en plus jeune, en moins chrétien. Ils étaient liés par un pacte à la vie et à la mort, de telle sorte que, quand on allait chez Tonton Beau, il nous disait toujours en rigolant de bien prendre soin de notre père parce qu'il était sûr de mourir 1 an jour pour jour après lui. C'était la blagounette que ces 2 frères partageaient entre eux et avec nous. Le pasteur Gary Guidal et le guérisseur Beau Guidal s'aimaient plus que comme des frères. Ils s'aimaient comme on s'aime soi-même, car ils étaient la même personne, certaine que la version Gary mourrait 1 année avant la version Beau. Ils s'attachaient à retarder le plus possible cet enchaînement ordinaire des choses pour ne pas nous laisser, frères et cousins, orphelins 2 fois, coup sur coup d'un père et d'un oncle interchangeables. Fin de la parenthèse. Je n'eus pas à aller chez Tonton Beau pour cette fois. Mon père décida le lundi matin qu'il ne fallait même pas m'emmener à l'hôpital car il prenait les choses en main. Avant de partir au travail, il me fit asseoir sur une chaise basse et s'agenouilla dans mon dos. Il ne me parla pas, mais s'adressa directement à ma fièvre. Maladie, je pars chercher le pain quotidien. Au retour ce soir, j'espère ne pas te trouver ici sur mon dernier enfant. Si tu y es encore, je te traînerai dans la rue et te chasserai comme une malpropre que tu es.
À 10 ans déjà, j'étais content d'entendre mon père parler à ma fièvre. Je sentais que papa me comprenait, car moi aussi je vivais cette foutue fièvre comme une personne qui me pèse et m'oppresse de la nuque jusqu'aux entrailles. Je passais ma journée au lit sans répit. Je me levais quelques rares fois à grand-peine pour avaler une cuillerée de soupe panade refroidie ou une gorgée de 7-Up sans bulle. Ma mère partit au travail de son côté. La maison était vidée de mes frères et ma sœur qui étaient allés vers leurs études, à l'école ou pour mon frère aîné à la fac. Seule Riflane, servante de maison que je connaissais depuis que je me connaissais moi-même, passait de temps en temps voir si j'étais encore en vie. Le lundi après-midi, j'oubliais presque la pornographie. J'étais rendu trop malade pour penser à la dame et à la décharge aux commissures de ses lèvres. La seule image qui me restait de la rue Volcy était l'étrange monsieur à la veste noire qui observait la scène sans s'intéresser au téléviseur. Sauf que, dans ce nouveau souvenir, il se dandinait d'avant en arrière, se fendait d'un sourire silencieux aussi large que la rue. Et il agitait une canne. C'était morbide. Sinon, il me restait de la fièvre à gogo, sans cause, et une odeur d'injustice qui planait dans la maison, venant de tout le quartier. L'injustice avait une tiède et rance odeur que je connais encore aujourd'hui. Celle qui nous monte sous le nez quand on n'a rien demandé, quand le malheur est arrivé parce qu'on s'est déplacé d'un point A à un point B. Je n'eus aucun mal à reconnaître un tel relent disséminé ici et là dans mon enfance. C'est l'effluve de la douleur, la flagrance de la malchance et du malheur quand on est dans le mauvais corps, le mauvais pays ou le mauvais quartier. Je passais l'après-midi à attendre ma mort prochaine. Chose très facile pour une jeune personne en raison d'un plus récent et clair souvenir de l'existence des choses. En lieu et place de la mort, c'est mon père qui revint avec des feuilles vertes, une cuvette émaillée blanche et une barre de savon d'amande. Mon père me réveilla en pleine nuit. J'avais dû m'endormir entre-temps. M'imposa de me joindre à lui sans personne pour m'aider à marcher. Il me fallait beaucoup d'abnégation pour me lever, suivre le révérend Gary Guidal, malgré le poids de la température très élevée de mon corps. Ne regarder ni à droite, ni à gauche, sentir l'attention solennelle de la famille qui se posait sur mes épaules, trotter jusqu'à me retrouver au pas de la barrière de sortie, devant, sur le corridor. Je suivais papa sans comprendre ses intentions, ni son plan réel pour contrecarrer mon mal-être. J'avais confiance en lui. Je savais qu'il réglait un problème personnel avec ma fièvre et qu'il n'avait aucune intention de laisser mourir son dernier garçon. On passa devant la demeure de mon oncle Pierre Voyance-Pierre. Je le vis tel que je ne le verrai pas souvent, debout, une Bible en main, dos contre le mur dans sa galerie. Son gros crâne chauve prolongé de sa boule de nez tombait en direction de la Bible qu'il tenait des deux mains et lisait d'une voix indéchiffrable dans la nuit. Sachant que mon oncle, Pierre Voyance, ne savait pas lire. Je dirais plutôt qu'il récitait quelques prières tout en respectant la posture nécessaire avec son attirail biblique. Il était de mèche avec mon père, car ses mots devant nos pas rehaussaient le spectacle de notre transhumance. Papa apportait la bassine blanche émaillée contenant feuilles, bidons d'eau et savon. Il marchait sans jamais se tourner vers moi, convaincu que je ne pouvais que le suivre. Si ce n'était moi, ma fièvre elle-même suivrait ses pas, qui aurait voulu connaître la fin de cet épisode. Soit elle me tuerait, soit elle partirait vers une autre cible enfantine. Au bout du corridor, mon père ne tourna pas à droite, ce qui nous aurait conduit à la rue Volcy où j'avais rencontré le malheur. Il vira à gauche vers la rue Sanon,
endroit plus probable de mon hypothétique rencontre avec les 3 bébés. Nous arrivions à la longue et désertique rue Sanon. Mon père déposa sa cuvette au beau milieu du carrefour. Il versa l'eau dans la cuvette, y étala les feuilles. Il sortit de sa poche un flacon d'huile. Je reconnus l'odeur de l'huile sainte, ingrédient fondamental de notre vie, à base d'olive, d'alcool et de foi dans le Seigneur, entre autres baumes tenus secrètement secrets. Mon père en versa dans la cuvette, agita le savon dans l'eau, puis il commença à asperger du bout des doigts ce mélange contre ma face. J'étais debout, à bout de force. À chaque jet de mixture sur mon visage, je sursautais et j'entendais le crissement de mes os. J'étais hébété. Papa me tournait autour en psalmodiant des propos indéchiffrables. Il parlait en langage. Parfois, je captais un bout de chant évangélique et cette familiarité, plus que l'étrangeté de la scène, remuait ma peur dans tous les sens. Je me demandais qui pouvait bien nous regarder sous les draps noirs de la nuit, par l'interstice des fenêtres ou dans l'entrebâillement des portes. Et ceux qui nous regardaient, que pouvaient-ils bien voir? Papa me tournait autour en fredonnant. À chaque fois qu'il croisait la cuvette, il se remplissait les mains et me jetait ce liquide visqueux au visage. Après quelques tours, j'étais déjà bien trempé, transi, je tremblais. J'avais peur du spectacle qu'on offrait aux étoiles, car il y avait nous deux, la rue, l'impasse et le ciel. Pas un chien n'aboyait. J'étais déjà tout mouillé quand il décida de me tamponner avec les feuilles. Il m'approcha de la cuvette et commença par la tête. J'aurais voulu enlever ma chemise et mon petit pantalon gris, mais il ne me demanda rien. Rien je ne fis. Je fus badigeonné de feuilles de la tête aux pieds. Mon père recula de quelques pas dans mon dos. Je ne l'entendis ni ne le vis plus. Je tremblais. Je pensais qu'il m'avait abandonné là, à la façon d'un nouveau défi. Une détonation soudaine me fit sursauter. Le sol se déroba sous mes pieds. Deuxième détonation. Dans cette cité, dans cette période où les tirs prenaient place au quotidien, la troisième détonation était une mauvaise idée pour ma branlante sérénité. Papa devait être à 5 pas dans mon dos. Les détonations s'enchaînèrent et j'ai compris qu'il applaudissait. Je ne savais pas ce qui le faisait applaudir ainsi. Là, je formulais dans ma tête ce que pensent sans mots la plupart des garçons. Papa, c'est Dieu, me suis-je dit. Et il est complètement fou. Mon père applaudissait et se mettait à gueuler que, comme le Christ, il avait remporté la victoire contre la mort. La mort, hurlait-il, je te chasse au nom de Jésus. Esprit de fièvre, maladie, loup-garou, diable racial, 3 bébés, je vous mets au défi. Voilà mon fils, il est là. Je vous mets au défi et je vous chasse au nom du sang versé par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur tout-puissant. Je tremblais de nouveau, mais cette fois, mes os furent silencieux. C'était un tremblement doux, un début d'apaisement en plein cœur de la tourmente. Papa ne reprit pas ses onguents. Il abandonna tout, récipients et feuilles, en spectacle pour les prochains usagers de la rue Sanon, badauds involontaires du petit matin. Il me prit par la main, je marchai à ses côtés, et devant le corridor, il m'ordonna de me déshabiller. J'étais déjà pieds nus et ne me rendis compte qu'à cet instant. Mon père récupéra mon pantalon et ma chemise qu'il jeta sur le toit en face du corridor. Au hasard, c'était le toit de la vieille tireuse. Celle-là même qu'on accusait de se transformer en loup-garou à chaque tombée de nuit, quand criaient les chats comme des bébés. Papa me fit tourner sur moi-même un certain nombre de fois.
puis il me souleva comme poids négligeable. Il me porta au lit où je dormis d'un long sommeil du juste. Le lendemain après-midi, j'aurais voulu rester au lit avec encore un peu de fièvre, mais mon corps ne se souvenait même plus comment on fait pour monter en température. J'étais complètement guéri. Merci. Bonsoir et merci beaucoup. Merci beaucoup à Guy Régis Junior pour ces deux lectures magnifiques de ce texte dont nous allons parler, deux lectures vraiment pas faciles, avec une scène de pornographie, une scène d'exorcisme, qui sont donc au cœur de votre nouveau roman, Néhémie Dahomey. Bonsoir. Bonsoir. Troisième roman que vous publiez après Rapatrié et Combat. Celui-ci s'intitule L'ordre immuable des choses. Nous sommes en Haïti, à Port-au-Prince, dans les années 90, à la fin des années 90, avec un jeune garçon, Barthélemy, dit Lélé. Il a une dizaine d'années. Et vous allez nous faire suivre son histoire par un prisme très particulier, à savoir son éveil à la sexualité. Pourquoi ce parti pris ? Pourquoi ce choix de raconter ce parcours via cet angle qui n'est pas anodin ? Bienvenue à toutes et à tous. Merci Guy pour la lecture. Et je me suis dit, ils applaudissent à ça. C'était pas. J'écris en général un texte long comme un roman à partir de la première scène plus qu'à partir d'une pensée. Je n'ai pas eu une pensée d'abord, je vais commencer par la sexualité et voilà ce que sera le roman. Je ne savais pas tout le livre avant de commencer à écrire. Et ce roman traite certes de cette entrée en sexualité, mais aussi d'une entrée en lecture, mais aussi d'une entrée en écriture. Donc, on parlera de tout cela. Disons que ce n'était pas un choix définitif, mais pour un roman d'initiation, c'est quand même pas mal de commencer par l'initiation la plus primale, à savoir celle à la sexualité, non ? Oui, absolument. C'est un roman d'apprentissage, comme vous venez de le dire, qui en effet va ouvrir de nombreux horizons, puisque, comme on va l'évoquer avec vous, il y a une écriture très particulière, que ce soit dans le temps ou dans les thèmes. Évidemment, nous allons aborder ça. La première scène, donc, qui vous met sur cette voie n'a pas été lue. Ça se passe dans un environnement scolaire. Et un environnement pas tout à fait anodin non plus, puisque c'est très religieux aussi, cet environnement. Et cet enfant, donc, du coup, va à la fois avoir cet éveil sexuel, naturel qu'ont tous les enfants, évidemment, à son âge, mais dans ce lieu où il y a aussi des sévices physiques. Les enfants sont quand même battus comme plâtre quand ils sortent un petit peu du rang. Et le poids de la religion. Qu'est-ce que ça dit aussi, cette concomitance entre la sexualité et la religion ? D'un seul coup, ça donne une autre écriture pour vous ? Alors, il se trouve que, religieux ou pas, les gens ont une vie sexuelle. Peut-être pas le pape, je ne sais pas, mais chacun est soumis à ces formes de pulsions qui forment la jeunesse et qui forment la personnalité. Quant aux sévices, je ne dirais même pas sévices, parce que j'ai été scolarisé, comme dit dans le livre, et exactement comme le personnage qui est inspiré beaucoup de ma propre vie, à une école qui s'appelle École primaire mixte La Bergerie Kindergarten. Et effectivement, on nous tapait.
C'est-à-dire quand ça allait pas, quand on faisait pas nos devoirs, enfin pour toutes sortes de raisons, mais sans en faire l'éloge. C'est pas du tout des choses que je vis comme des sévices. Enfin, je vis ça de manière tout à fait ordinaire. Peut-être Guy peut témoigner, enfin d'autres personnes qui ont été élevées dans des endroits où les adultes à l'école tape les enfants, mais nous taper avec la délégation explicite de nos papas et mamans chéris qui nous avaient mis au monde. Hein. Ils disaient tout à fait aux enseignantes et aux enseignants, la peau c'est de l'herbe, ça repousse toujours, des sortes de formules comme ça pour dire allez-y, mettez-les bien de la fessée. Et des fois la maman venait et donnait la fessée en exemple, c'est-à-dire il n'y a rien de plus humiliant que de se faire taper devant la classe par sa maman. Et des fois, tu te faisais taper par la maîtresse d'école. Et quand tu dis à ta mère que la maîtresse d'école t'a tapé, rebaston. Parce que si tu t'es fait taper par la maîtresse d'école, c'est que tu t'es mal comporté. Malgré tout cela, ce n'est pas des souvenirs de sévices en tant que tels. Les souvenirs les plus terribles à l'enfance, pour moi, c'est plus des souvenirs d'humiliation que les coups eux-mêmes. Enfin, je ne vous encourage pas à battre vos enfants, hein, mais ce que j'ai gardé le plus vivement, c'est des scènes d'humiliation plus que les coups eux-mêmes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la notion de châtiment. Et du coup, quand on aborde la sexualité, qui est quand même un sujet très intime, avec, par exemple, là, on l'a entendu dans la scène aussi de l'exorcisme, le père qui est pasteur. Votre père était pasteur aussi, Néhémie ? Personne n'est parfait. Hein. Est-ce que ça a joué, vous, dans la constitution de votre apprentissage, alors, peut-être pas sexuel, mais dans votre... quand vous avez grandi, quel impact ça a eu sur vous ? Beaucoup. Je ne saurais pas tout mesurer. C'est-à-dire, il y a deux choses quand on grandit avec un père pasteur qui est un peu leader de communauté. Il y a une forme d'exigence d'excellence, d'être toujours un bon élève, ça normal. Mais aussi, il y a une sorte d'omerta. Je veux dire, on ne peut pas tout dire de ce qui nous va pas, ce qui se passe mal à la maison. On est censé un peu être un modèle, ce qui est facilement compréhensible. Mais dans le cas de mon propre père, c'était un pasteur très réputé aussi. Bon, et dans sa bande, il était considéré comme très savant. C'est lui qui faisait les enterrements. J'ai été dans ma vie dans un nombre incroyable d'enterrements, presque autant de mariages d'ailleurs. Hein. Il faisait les enterrements et les mariages et il les mélangeait jamais. Il était vraiment un personnage respecté, quoi. Hein. Et ça aussi, ça me donne une forme d'assurance dans la vie, je dois le reconnaître, parce que comme il était très fier de nous et qu'il était lui-même très respecté, j'ai souvent l'impression que c'est pas grave, je peux écrire un livre où je raconte, où je parle de ma bite et ça ira, quoi. Oui, ça donne une forme de confiance, quoi. Enfin, je suppose qu'il aurait préféré que j'apporte d'autres messages, mais... Alors, parlons-en, enfin pas forcément de votre attribut personnel, mais revenons à ce sujet qui est important. Donc, l'éveil de ce petit garçon est en effet percuté quand même par cette scène qu'on a entendue, admirablement lue par Guy Régis, de pornographie qu'il découvre donc par hasard, puisqu'il y a en extérieur cet écran qui montre ces scènes tout à fait explicites. Sauf que pour lui, c'est un vrai traumatisme. Est-ce que c'est difficile d'écrire une scène là, telle qu'on l'a entendue, parce que c'est une scène très documentée Dit comme ça. Franchement, j'entends parfois des auteurs ou des autrices parler du plaisir d'écrire. Je ne considère pas qu'écrire soit... Enfin, quand j'ai envie de prendre plaisir, je bois une bière, enfin, je fais des choses comme ça. Mais il y a vraiment un effort qui peut apporter une sorte de jouissance et que j'ai quand même vécu avec certaines scènes comme la scène pornographie et aussi la scène d'exorcisme. C'est-à-dire, c'était comme écrit en un instant, alors que ce n'était pas vrai du tout. Ça m'a pris plusieurs jours de travail, etc. Mais il y a un côté assez instantané et très puissant que j'ai vécu en écrivant cela. Et de l'entendre lire aussi, parce que j'étais derrière en l'entendant, j'ai trouvé ça un peu quand même... En plus, j'avais envie de dire à Guy, mais tu parles trop fort, quoi, tu vois, parce qu'ils vont entendre. Mais c'était fait pour... Je crois qu'ils ont bien entendu, oui.
Et oui, c'était un grand moment pour moi d'écrire ça. Il y a quelques scènes comme ça dans un roman qui vraiment reflètent un moment d'écriture pour moi. Oui, parce que la vraie difficulté, c'est de montrer que la pornographie, ce n'est pas comme l'érotisme. Loin s'en faut, c'est deux choses tout à fait opposées. Pour preuve, cet enfant est absolument traumatisé. Et je me demandais aussi, est-ce que c'est un défi d'aborder la question de la sexualité enfantine? Est-ce qu'il y a quelque chose... parce que c'est très intime. Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que c'est difficile de se dire, je vais aussi parler de ça? Alors, il y a plusieurs choses. Dans ce qu'on a lu, que Guy a lu, il y a le traumatisme immédiat après la première scène de pornographie. Et c'est un débat très contemporain de savoir qu'est-ce qu'on va faire de la pornographie. Il y a aussi, dans le même livre, et une autre scène de pornographie aussi décrite, et cette fois-ci que le personnage n'a pas du tout vécu comme un trauma. En tout cas, il n'est pas tombé malade après. Au contraire, il a vécu ça comme un ravissement. Et ceci pour dire que, à la vérité, bon, même si seul un aspect prédomine, le livre ne présente pas la pornographie seulement comme un espace de traumatisme. C'est aussi un espace qui forge une forme de subversion dont on ne sait pas quoi faire. Et c'est aussi un espace où travail du sexe et se mélange avec toutes sortes de trafics, mais qui jette une forme de défi à plusieurs civilisations contemporaines par leur facilité d'accès. Je veux dire, le sujet m'intéresse aussi pour ça. En même temps que ça traumatise le jeune garçon, en même temps, sera interprété dans le livre la pornographie comme cet élément qui va déclencher, qui va être l'élément déclencheur pour lui de ne pas aller dans le sens qui était attendu de sa vie. C'est-à-dire, en gros, qui va faire une rupture avec sa vie religieuse attendue et qui va l'amener vers une vie littéraire. C'est-à-dire, c'est pas juste traumatisme, il est resté enfermé là-dedans, mais c'est traumatisme, ça l'a sorti de la vie religieuse qu'il attendait et ça l'a amené vers une vie littéraire. Oui, mais avant cela, il a quand même eu un parcours de combattant. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup perturbé ses premières relations avec les jeunes filles qu'il rencontrait, ou même la première fois qu'il va faire l'amour, ça ne se passe pas comme il l'espère. Enfin... Oui, ça se passe quasi jamais comme on l'espère. C'est dit dans le livre, c'est dit clairement dans le livre. Parmi les consensus qui manquent à la vie moderne, il y a le consensus de savoir comment on fait l'amour pour la première fois. Je veux dire, il n'y a pas de réunion, mais, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne savais pas comment c'était censé se passer. Je dis, on est là, on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Non, c'est pas ça. Je dis, on ne sait pas exactement. Enfin, il n'y a pas de consensus. Non, mais vous pouvez me dire, hein. Personne ne sait vraiment. En plus, le plus souvent, on est jeune et on ne connaît pas grand-chose. Bon, voilà. Et dans le livre, comme il est raconté beaucoup de premières fois, il est aussi raconté la première fois du personnage. Bon, vous lirez. Hein. Absolument. Donc ça, c'est un des aspects du livre. Et puis, comme c'est un livre vraiment très surprenant qui, à la fois, s'inscrit dans les précédents pour ceux qui les ont lus, mais qui, d'un seul coup, ouvre beaucoup plus de perspectives. Il y a une rupture. On est à peu près avant la moitié. Il y a une rupture temporelle où on retrouve Barthélemy adulte, dans une relation d'ailleurs avec une femme, une relation amoureuse. C'est une cinéaste brillante et qui vient de réaliser un film qui s'intitule « L'ordre immuable des choses ». Un film qui est raconté et qui, de fait, n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de lire. C'est très intéressant parce qu'ensuite, vous allez faire un lien entre le cinéma et la littérature, mais évidemment, la question se pose, Néhémie, pourquoi les deux œuvres portent-elles le même titre ? Quand j'écrivais les films que crée le personnage de Ea dans le livre, c'était assez difficile parce que, bon, déjà, il est difficile d'écrire un roman, mais
devoir écrire 2 scénarios pour les mettre dans le roman. Alors, petite histoire, vraiment une parenthèse, ça m'est déjà arrivé dans Combat. Et si vous ne l'avez pas lu, dans Combat, je passe mon temps à parler d'une reine chanterelle, qui raconte de merveilleuses histoires. Et il arrive à un moment dans le roman où je dois donner des exemples de ces merveilleuses histoires qu'elle raconte. Du coup, j'ai dû inventer des histoires pour montrer que, voilà, mon personnage raconte ces histoires-là. Mais j'ai passé tellement toute la première partie du livre à dire que les histoires étaient merveilleuses que c'était un grand défi pour moi de les écrire. Bon, j'ai trouvé l'astuce de dire que c'est ces histoires-là, mais elle les raconte vraiment très bien. C'est à peu près la même chose qui m'est arrivée en disant que Ea est une réalisatrice absolument brillante, etc. Et maintenant, il faut que je raconte au moins 1 ou 2 de ses films pour montrer à quel point elle est brillante. Bon. Et j'ai raconté le premier film, qui s'appelle effectivement L'ordre immuable des choses, quasiment pour venir au secours de mon propre narratif. Il y a 3 jours, j'étais en librairie et le libraire qui animait donc la rencontre m'a dit « J'ai été chercher si les films existent vraiment. » Donc, j'estime avoir gagné ce pari. Moi, j'ai cherché le nom de la réalisatrice aussi. Hein, Ah ben voilà. parce qu'on a très envie de la rencontrer. Eh bien, écoutez, je peux vous la présenter assez facilement. Donc, non, c'est pour vous spoiler complètement, c'est une réalisatrice que j'invente et ses films aussi. Donc, quand j'ai choisi d'appeler le film L'ordre immuable des choses, c'est un peu pour donner une explication du titre, pour donner sens au titre. Parce que ce titre m'est venu, j'étais déjà à 1/3 du roman, et moi, je ne suis pas fort pour les titres. C'est pour ça que mon premier roman s'appelle Rapatrié, un seul mot, comme ça je prends peu de risques. Le second s'appelle Combat, un seul mot. Bon, là, je me dis, on va aller faire un petit peu d'effort et tout. J'ai mis l'ordre immuable des choses, mais premièrement, c'est un peu pompeux, je trouve, que dire l'ordre immuable des choses. Le gars, il recule devant rien. Et puis, non, mais c'est vrai ce que je vois. Pourquoi vous rigolez? C'est la façon dont vous le dites. Et puis, ça risque de faire très réactionnaire, l'ordre immuable des choses. Comme quoi, il y aurait eu un ordre immuable et qui revient. Bon, voilà. J'ai dit non, je vais mettre un petit peu de dialectique et tout. Et j'ai mis le film bien plus dialectique et j'ai dit c'est ça l'ordre immuable des choses. Voyez. C'est une façon de justifier le titre du livre en général. Sauf que vous écrivez, aussi improbable que cela puisse paraître, l'industrie des récits qu'on appelle la littérature et l'industrie des récits qu'on appelle le cinéma n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. C'est la stricte vérité. Mais là, néanmoins, vous faites un pont. J'essaye, c'est-à-dire comme je suis cinéphile, et je regarde beaucoup de films, je vais au cinéma, je regarde toutes sortes de films, grand public, moins grand public, etc. Mais je me rends compte que ça ne me sert pas des masses en littérature, et vice-versa d'ailleurs. Je lis beaucoup de livres et ça ne me sert pas des masses pour le cinéma. C'est très étrange parce que c'est des industries de récits et de fiction, mais à la fois artistiquement et sociologiquement, c'est des industries qui n'ont pas tellement grand-chose à voir. Non, vous connaissez, vous, des réalisateurs vous avez déjà animé des rencontres avec des réalisatrices? Oui. Et c'est les mêmes personnes, vous trouvez que c'est... Je trouve qu'il y a des intérêts communs, en effet. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi elle n'arrive pas par hasard, cette réalisatrice. Est-ce que c'est aussi la question de l'image que vous interrogez, Néhémie? Parce que la pornographie, c'est de l'image, je ne sais même pas comment la qualifier, alors que là, on est face à une autrice, elle fait des films d'auteur, justement, des films politiques, des films avec quelque chose de fort pour changer un peu la société. Est-ce que ce n'est pas aussi cette opposition que vous mettez en place dans le livre? Oui, d'une certaine manière, parce que cette réalisatrice a les mêmes visions politiques et les mêmes réalités idéologiques que le personnage, Lélé, mais sont en tension sur ce que doit être la vie amoureuse. Donc, il y a quelque chose qui alimente les deux, c'est le statut de la pornographie, finalement, comme une forme de cinéma. Bien entendu, une forme de cinéma qui choque, une forme de cinéma qui émerveille, qui frappe, sur laquelle on peut dire vraiment beaucoup de choses. Mais un personnage qui a vécu ce traumatisme au fondement de sa constitution de personnage,
qui finit par vivre cette histoire avec une réalisatrice, oui, il y a une continuité. D'autant plus que dans le roman, je ne cache pas du tout le point de vue politique des personnages. C'était pas un problème pour moi. D'ailleurs, je fais partie des gens qui pensent que la politique est tout aussi intime que la vie sexuelle, alors qu'il s'agit de débats publics, etc. Mais pendant longtemps, moi-même, je fréquentais les mondes politiques sans jamais l'avouer à mon entourage. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intime. Donc, il y a cette sorte de prolongation qui peut paraître dans un premier temps incongrue, mais qui existe réellement entre la vie intime sexuelle et les points de vue politiques, qui traversent donc les deux personnages. Avant d'en arriver aussi à un autre point très intéressant de votre écriture, revenons sur Lélé, puisque donc il y a ce moment en avant où on le voit adulte, heureux, épanoui en tout cas, et puis on revient un petit peu dans ses jeunes années, et à l'âge de 16 ans, il y a une scène d'épiphanie, il y a une vraie révélation. Je ne sais pas si Guy Régis est encore à nos côtés. C'est une scène assez courte, mais c'est une scène frappante où il va y avoir donc une scène de sexe ou pas, en tout cas qui va se substituer à quelque chose d'autre. Ben, on écoute la lecture. On écoute. Un samedi matin, distribué quelque part sur mes 16 ans, il faisait chaud et moite. Je n'avais rien à faire. L'électricité n'arrivait pas. Pourtant, c'était son heure à l'électricité, mais elle n'était pas là. Mon frère non plus n'était pas là. Moi et mon sexe, nous étions seuls dans la chambre. Moi allongé sur le dos dans le lit à une place, lui étalé le long de mes cuisses, s'appuyant davantage sur la droite, égal à ses habitudes. Je le regardais. Il ne me retourna pas le regard. Personne dans la tête, pas une femme, pas une scène de pornographie de la veille. Pourtant, je les connaissais à peu près toutes par cœur. Celles qui emplissaient mes 6 heures de cassette, sans compter les autres scènes qui, quelques rares fois, me revenaient des échanges de matos avec les gars du quartier. Rien de rien. Ma tête vide réclamait une nouvelle aventure. À défaut de coït, j'avais besoin de cogiter. Non pas d'une pensée abstraite, mais d'une pensée incarnée, en acte, une catharsis. Quelque chose pour prendre l'éros en main. Aller avec lui de l'autre côté, là où nous serions heureux tous les deux, dans un jeu d'attraction et de répulsion qui démultiplierait la vie. Au fond, ce samedi matin, je désirais avoir plusieurs vies. Je sentais un besoin jouissif de labeur, un besoin furtif de jouissance laborieuse. Et je m'assis sur le lit. Si j'avais su jouer d'un instrument, je l'aurais sorti à ce moment précis. Du lit où j'étais assis, je voyais les persiennes en face de moi. Cette fenêtre ne donnait sur rien. C'était possible rien, puisque la vue butait à moins d'1 mètre contre le mur d'un autre bâtiment. Un mur juste en face. Il n'y avait pas plus juste définition du néant. En tournant la tête un peu à gauche, il y avait l'ensemble stéréo, vidéo et télévision. À droite, c'étaient les étagères remplies de livres faisant partie du décor. Un livre de poche dépassait de quelques centimètres. Une simple force me poussa vers lui, comme s'il m'avait choisi, comme s'il m'avait pris en main, et non l'inverse. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier.
Ainsi de suite, je cheminais dans la lecture de L'étranger d'Albert Camus. J'étais assis au bord du lit, torse nu, et je tournais les pages. Je suivis le personnage de Meursault depuis la procession funéraire de sa maman jusqu'à sa geôle finale. Je ne lisais pas vite. Je ne lis toujours pas vite, avec de l'hésitation souvent, sans discontinuer. Je lus pour la première fois de ma vie un roman du début à la fin, sans but, sans que personne me l'ait demandé, juste parce que c'était un livre et qu'il était là. Je trouvais quelque chose à faire de mon érotisme actif, et lui aussi, je crois, trouva quelque chose à faire de moi ce jour-là. Merci beaucoup. Donc là, dans cette scène, il y a vraiment un lien entre la sexualité. En l'occurrence, bon, il n'y aura pas de masturbation, mais il y aura la découverte de la littérature. L'étranger de Camus, on a l'impression qu'il y a la même jouissance dans cette scène. Oui, un besoin de, comme dit dans le texte, hein, de jouissance laborieuse. C'est un peu ça la lecture, presque une forme de distinction. Quand vous lisez un bon livre et vous devez en lire un tas, il y a forcément beaucoup plus de jouissance qu'à l'écriture d'ailleurs, même si, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines scènes, je les écris avec beaucoup de passion. Mais quand on lit une scène dont on n'a pas à faire l'effort d'écrire, quand on lit, je ne sais pas, n'importe quel livre de Saramago pour commencer à citer les auteurs que j'adore, vraiment, c'est charnel, c'est physique. Enfin, vous êtes lectrice et lecteur dans la salle, vous comprenez assez facilement cette espèce d'érotisme actif que peut procurer la littérature. Et pour citer d'autres auteurs, Franck Etienne, qui est ici à sa place, Sandor Maraille également. Ah non, lui, Franck Etienne, non, il parle trop de sa bite. Vous n'êtes pas son héritier, vous voulez dire? Et lui, du coup, ça crée une telle force, enfin une telle révélation, je dis lui, bon, votre double littéraire, qui parle même de vocation. Est-ce que vous aussi, vous vous souvenez du moment, est-ce que c'est une lecture où il y a eu un moment où vous avez senti qu'il y avait une vocation de l'écriture qui était vraiment en vous? Pas vraiment pour l'écriture. Pour la lecture, oui. C'est une rengaine hein, que la lecture change des vies, mais c'est mon cas, absolument. J'habitais dans un quartier périurbain, je n'étais pas spécialement doué en rap. Mon basket était laissé un peu à désirer, je n'avais aucun moyen de me distinguer, y compris devant moi-même. Et c'est là que la lecture est arrivée vraiment au bon moment. C'est difficile d'occuper ces samedis matins quand on est à l'école du lundi au vendredi et moi j'allais à la Bibliothèque nationale d'Haïti. D'ailleurs, c'est un crève-cœur pour moi parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette bibliothèque. Le local est envahi, enfin, pour toutes sortes de raisons que vous pouvez supposer, mais pas l'écriture. L'écriture est venue après, dans des conditions qui commencent à apparaître à la fin de l'ouvrage. Mais la lecture, oui. Et même à un moment dans le livre, j'essaie d'imaginer quel malheur pouvait arriver au personnage le plus grave. Je me dis, si on le mettait en prison, il pourrait demander à recevoir des livres. S'il n'avait plus de main, il pourrait essayer de tourner la page avec les pieds. S'il était rendu aveugle, il pourrait lire en braille. Bon, après, il est assez improbable qu'il soit en prison aveugle et sans main. Donc, oui, dans le livre, j'ai même parlé du roman d'André Gide sur l'éducation d'une jeune emmurée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la Symphonie pastorale. Oui, c'est vraiment bien sûr. un magnifique petit livre. Et vrai de vrai, je me demandais comment cette personne pourra lire un jour. Une personne emmurée, c'est quelqu'un qui ne voit pas et qui n'entend pas. Donc oui, la lecture... Vocation d'écrivain, j'y crois assez peu. Bon, c'est joli de dire ça quand on est invité sur France Culture, etc. Mais j'y crois assez peu. Mais vocation de lecteur, oui. 100%. Alors, je vais quand même parler encore de votre écriture parce que, comme vous l'avez entendu, Néhémie Dahomey a un humour assez
prononcé, que l'on retrouve aussi en dehors des scènes de fiction, dans des passages de non-fiction. Il y a quelques chapitres comme ça qui viennent illustrer un propos. Il s'agit plus de réflexions philosophiques. Par exemple, ce chapitre qui s'intitule « Contre les chats, un essai philosophique, politique, érotique et écoféministe ». C'est un passage absolument hilarant, en même temps très fondé, très argumenté, mais où à la fois vous faites un portrait des chats qui n'est pas forcément à leur avantage, tout en leur reconnaissant qu'eux au moins n'ont pas le goût de la pornographie. Donc en effet, c'est en effet une qualité. La question qui suit, c'est, on l'a entendu, donc un roman avec plusieurs temps d'écriture. Pourquoi cette hybridité dans l'expression qui, me semble-t-il, est nouvelle dans votre écriture? Alors, sur Contre les chats, qu'est-ce qu'on a vécu avec cette histoire? Je vois qu'il y a Tiffaine dans la salle. C'est très difficile de dire du mal des chats en Europe parce que beaucoup de gens aiment les chats. Et ça m'a encore plus amusé, du coup, vous vous en doutez bien. Votre côté provocateur? Non, c'est pas par provocation, c'est que je dis ce que je pense et si les autres ne pensent pas pareil, au moins ils doivent apprécier ma façon de le dire. C'est le pari que je prends. C'est-à-dire que, bon, les chats, inutiles, enfin, tout ce que vous voulez, mais c'est juste un sentiment personnel. Ça n'a aucun... Ça peut vous paraître avoir un fondement philosophique, etc. C'est pas vrai du tout. C'est juste que, personnellement, bon, les chats me laissent assez indifférent. Et comme je suis plutôt chien et de nature jalouse à l'attention qu'on peut porter aux chats, ben, je me dis, ben, je vais me venger, etc. Mais c'est pas tellement plus que ça, hein. Mais par contre, en termes de procédé d'écriture, l'introduction de petites réflexions dans le corps du livre, qui ne sont pas beaucoup, 2 ou 3, ça m'a vraiment amusé de le faire parce que en même temps, dans le livre, je plaide pour des textes tout d'une pièce. Hein. J'écris que les meilleurs livres sont tout d'une pièce. Ce sont des morceaux de musique. Mais en même temps, je mets des fractures, des cassures, comme un défi. Comme pour montrer que même en y introduisant des fractures, des cassures, je considère qu'un roman est une œuvre d'une seule pièce. C'est ça la tentative d'écriture réelle. C'est comme quand on percussionne, j'aime bien percussionner, on fait une cassure, mais c'est toujours dans le flot continu de la percussion. C'est ça la tentative formelle. Après, j'ai quelques retours quand même de gens qui lisent le roman d'une traite et ça me fait plaisir, alors que j'y introduis des cassures volontaires. L'un n'empêche pas l'autre, en effet. Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Et tout ça pour en arriver à la fin, à la poésie, qui sans doute est l'art suprême. C'est ce que vous pensez aussi? Oui. C'est pas que personnel. Je viens d'une habitude littéraire où j'ai commencé par dire de la poésie sur scène. C'est comme ça que je suis entré formellement en littérature. Et je viens aussi d'un milieu, dans un pays où l'art majeur reste la poésie. Quand on est romancier, bon, ça va encore, mais quand on est important, c'est qu'on est poète. Hein? Et pour se faire mousser, on se dit poète plus que romancier. Bon, romancier, ça va. Et puis, bon, il se trouve qu'effectivement, un beau poème, ça marque, ça frappe. Un beau roman aussi, mais n'importe quel imbécile peut faire un bon roman. C'est assez facile, finalement, à faire un bon roman. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Mais faire un beau poème, je trouve que c'est plus méritant. Alors que c'est en général des formes plus courtes. Hein. Donc c'est ce vers quoi vous tendez? Alors, j'ai des préjugés. Moi, je pense qu'on n'est pas romancier avant 40 ans, on n'est pas poète après 17 ou avant 60. Il y a 2 âges dans la vie où on est poète à l'adolescence et après 60 ans. Donc, si je vis jusque-là, oui, j'aimerais bien devenir poète. Donc, on a quelques années devant nous et quelques fictions. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir franchi un pas avec l'ordre immuable des choses dans votre écriture? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ouvre des perspectives.
parce que j'ai publié Rapatrié, qui raconte donc l'histoire de cette mère qui veut revoir ses enfants, pour résumer de manière très, très succincte. Combat, qui se passe en 1842, mais ce sont des textes qui, d'une certaine manière, sont assez éloignés de ma personne, qui ne représentent pas de double littéraire pour moi, et qui ont tendance, par leur constitution même, à répondre à des questions, alors que là, je suis dans un autre espace littéraire que je commence à créer, où, premièrement, je crée un double littéraire, c'est-à-dire Barthélemy Guidal est très clairement inspiré de mes propres expériences, même si le roman reste une mise en fiction et une mise en forme. Et effectivement, en termes de thèmes, aborder l'introduction de la pornographie, de la lecture, de l'écriture, de la politique, du cinéma, je me sens très, très libre pour choisir mon prochain roman. Plus libre que si je n'avais pas encore fait L'ordre immuable des choses. Parce que c'est un risque que je prends. Le risque déjà que les gens soient rebutés par l'aspect très personnel de l'histoire. Vu que c'est pas seulement une littérature érotique faite pour être lue d'une seule main. Je sais pas d'exciter les gens sexuellement. Je raconte une histoire, quoi. Vu que aussi, ce n'est pas forcément ce que j'attendais de moi. C'est-à-dire, encore une fois, c'est très difficile pour moi de parler politique, de faire du prosélytisme comme je le fais dans le livre. C'est très difficile pour moi de créer un personnage clairement inspiré de moi et de parler de son initiation sexuelle, etc. Donc, ça m'a demandé un certain courage. J'espère qu'il sera récompensé par votre lecture. Mais pour récompenser ce courage, je pense que j'ai récolté une forme d'ouverture, effectivement. Ce ne sont plus les sujets qui manquent pour mes prochains livres, s'il y en aura. De la même façon que vous ouvrez aussi les frontières, parce que même si l'essentiel se passe en Haïti, ça se passe aussi à Paris. Est-ce que vous ouvrez parce que vous-même ne vivez plus en Haïti, mais désormais aux États-Unis? Est-ce que c'est ça aussi qui permet d'ouvrir le champ? Oui, mais depuis Rapatrié, il y avait pas mal de voyages dans mes romans, mais il se trouve que je me rends compte, quand les histoires se passent en Haïti, j'écris pas exactement de la même manière que quand les histoires se passent en France ou ailleurs. Et puis après autant d'années à vivre en France, où je suis arrivé pour la première fois en 2010, ensuite je me suis installé, etc. Oui, ça crée d'autres histoires de vie pour alimenter probablement d'autres textes à venir, mais toujours dans la continuité de la même personne. Je veux dire, on est certes toujours des versions différentes en fonction de l'âge, mais je suis la même personne qui a vécu en Haïti, qui vit aujourd'hui plutôt entre Paris et New York. Je ne sais pas tout à fait ce que cela va donner. On n'est plus du tout dans la décennie où tous les auteurs qui vivent hors de leur pays viennent parler d'exil. Ça ne m'a jamais charmé comme sujet. Mais il est clair que la condition d'écrire dans le pays qui ne soit pas celui de notre enfance implique un rapport avec ce qu'on raconte. Par exemple, c'est très criant quand tu fais du cinéma. Tu te demandes quoi filmer quand tu travailles dans le pays qui n'est pas celui de ton enfance. Mais c'est tout aussi vrai quand tu fais de la littérature. Il y a toujours cette espèce de mouvement de balancier entre tes souvenirs lointains qui sont ancrés quelque part et tes souvenirs les plus récents. Il y a toujours ce mouvement de balancier parce que... D'ailleurs, par parenthèse, c'est valable même quand on quitte sa région. Quand on quitte sa région, beaucoup de gens n'ont pas grandi dans la région parisienne et vivent dans la région parisienne ou d'autres pays. Il y a toujours cet aller-retour entre l'endroit où on passe les fêtes de Noël, d'où on est né, et l'endroit où on vit actuellement. Eh bien, c'est le même phénomène. Il y a quand même la question de la langue. C'est pas de la même chose d'écrire en français dans un pays où on parle anglais et où vous parlez anglais. C'est pas la même caisse de résonance. Pour les États-Unis, je viens d'y aller. Donc, pour le moment, je n'ai pas du tout cette problématique-là. Et pour ce qui est du français, entre créole haïtien et français en France, j'ai toujours écrit en français, même étant en Haïti, puisque j'étais à l'école en français. Je veux dire, l'école se fait en français et à l'école, on parle français. Les documents administratifs, en général, sont en français.
Il y a presque une situation de diglossie entre le créole et le français en Haïti, où la langue de l'administration est plutôt, et de l'école, de l'éducation, est plutôt le français, oui. Donc, linguistiquement, il y a cette continuité, et j'ai toujours lu les auteurs que j'aime en français. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore lu L'Ordre immuable des choses, il y a un auteur qui se fait, comment dire, sans être trop trivial, tailler un costard. Enfin, il y a un chef-d'œuvre de la littérature que vous déconstruisez. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis tout à fait d'accord. Ah oui, 100%. Oh là là, vous avez raison. Ouais. Je vous aime encore plus. Eh ben, ça me fait plaisir. Et je dois dire que c'est une des premières fois où je rencontre quelqu'un qui écrit ça. Et j'ai trouvé ça formidable. Ah, vous êtes là, je peux vendre la mèche. Vous pensez que c'est commercialement? Ben, ça dépend, parce que peut-être que les gens qui n'ont pas encore lu vont aller acheter le livre à la fin et vous demander une signature. Ah, ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Ah ben, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'étais très content de dire du mal de cet auteur, très méchamment. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'est des moments qui m'ont fait plaisir à écrire. Et c'est très réussi. Voilà ce qui est beau aussi dans cette écriture. C'est la lucidité et une forme de férocité, mais argumentée et beaucoup d'humour. Même sans argument, j'aurais fait la même avec lui. J'avais juste envie. Alors, je crois que l'heure tourne. Est-ce que certaines personnes dans le public veulent intervenir ou on propose de vous retrouver, Néhémie, à la sortie? Il y a les livres qui attendent le public, qui peuvent parler avec vous, se faire dédicacer un ouvrage. Je ne sais pas si ça vous convient. Alors, faisons ça. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Néhémie.